Les troupes russes ont franchi la deuxième ligne de défense du Donbass en Ukraine. Les forces russes ont avancé vers l'autoroute de Dobropilya-Kramatorsk. Les forces russes ont réalisé une percée majeure après des bombardements intensifs de la position ukrainienne. Avec plus de 1300 bombes FAB, on a maintenant les détachements russes qui se sont déplacés vers le nord. Pas une percée du front, mais c'est assez préoccupant, suffisamment. Non, là il manque. C'est une percée du front. C'est une percée majeure du front. À un moment donné, j'ai même l'impression que ces gars sont de mèche avec la Russie. Vous ne pouvez pas être continuellement en train de perdre et continuellement raconter que sur le front, ça va, les Ukrainiens gèrent. Les Ukrainiens aient fait venir la fameuse brigade Azov en renfort, qui est leur brigade d'élite, et donc qui est sur le front maintenant pour essayer de stopper l'avance russe. Non, ils sont en train d'arriver. Et même jusque-là, on a lu ensemble qu'ils ne vont pas être suffisamment nombreux et qu'ils ne vont pas arriver suffisamment tôt. C'est déjà mort. En fait, au moment où on est en train de faire cette vidéo, c'est terminé. Donc imaginez, vous ne contrôlez tellement pas une zone que vous vous permettez de vous mettre à découvert pour accrocher votre drapeau sur un bastion. On est d'accord que ça n'a aucun sens. Il finit de raconter tout ça. Parce que moi, je voulais justement utiliser ces exemples. Après, il dit qu'il ne nie absolument pas le fait qu'actuellement, la Russie a le vent en poupe, mais bien sûr. C'est-à-dire l'art de la contradiction. Les forces russes ont avancé vers l'autoroute de Dobropilya-Kramatorsk, donc dans l'oblast de Donetsk, qui s'empare de positions dans les colonies voisines pour soutenir de nouvelles opérations offensives, car d'après Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, les Russes n'en restent donc pas là et continueraient à avancer. Avec nous, le général Nicolas Richoux. D'abord, la carte de Donetsk, pour que les gens qui nous regardent puissent comprendre de quel oblast il s'agit. On va déjà bien pouvoir la localiser. Voilà où se trouve Donetsk. Juste au-dessus, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, bien sûr, Pokrovsk. Nous allons donc zoomer sur Pokrovsk pour comprendre dans notre seconde carte les avancées en pince de la Russie. Que se passe-t-il précisément à Pokrovsk? Pourquoi cette pince? Quelle est la stratégie, mon général russe? Avant de poursuivre avec eux, information importante à savoir, c'est qu'au cours des 3 derniers jours, les forces russes ont réalisé une percée majeure. Après le bombardement intensif des positions ukrainiennes, avec plus de 1300 bombes FAB, les détachements russes se sont déplacés vers le nord du saillant qu'ils avaient construit entre les villes semi-encerclées de Pokrovsk et de Konstantinivka. Ils ont atteint et percé 2 lignes de fortification du Donbass. Ce sont les lignes que l'on va voir en jaune. Tout à l'heure, le déplacé qu'ils ont fait vers le nord, c'est ce qu'on va voir en vert là. Je vais zoomer la carte. Ce qui a permis donc un creuset au cours de l'année écoulée. On regarde ça. Donc voici le nouveau déplacement qu'ils ont fait. Voilà, vous voyez ça sur la ligne. Ça, c'est ce qui est en vert. Et tout ce qui est en jaune, ce sont les nouvelles lignes maintenant sous contrôle. Ça veut dire que ça va leur permettre une percée et une avancée encore plus grande. Là, on apprend aussi que la ligne d'approvisionnement ukrainienne le long de la route T0514 entre Dropopila et Kramatorsk a été coupée. Au-delà de cette ligne se trouve un espace ouvert, comme le montre la carte. Les sources ukrainiennes confirment cette percée. Hier, les chaînes télégraphiques militaires ukrainiennes ainsi que les combattants du FAU ont commencé à écrire massivement sur la percée russe au nord de l'agglomération de Pokrovskaya, en direction de Dropia. À la suite d'une course de 11 km, selon les données ukrainiennes, les Russes sont sortis au nord-est de Dropopia, coupant la route vers Kramatorsk et Konstantinovka, à en juger par les rapports du public ukrainien. Le problème est le manque de personnel et les faux rapports au sommet de l'État sur la défense, près de Dropopia. Les chaînes Telegram militaires russes écrivaient que cette zone était couverte par les forces territoriales, car des unités plus expérimentées tiennent le front près de Pokrovsk. Dans le même temps, les batailles se déroulent déjà dans un arrière-pays assez profond, où il n'y a pas de ligne de défense organisée des forces armées ukrainiennes. Il devrait en fait être construit à partir des routes en transmettant des réserves. Le public ukrainien prédit déjà que si la situation n'est pas corrigée d'urgence, les Russes seront à mesure de percer le front et d'entrer dans l'espace opérationnel. Et l'Ukraine perdra à partir de ce moment-là des centaines de kilomètres carrés de territoire par jour, comme elle l'a fait dans les premières semaines de l'invasion. C'était la conséquence inévitable de la guerre d'usure menée par les forces russes. Les brigades ukrainiennes, qui comptaient nominalement 3000 soldats, n'ont plus que 10 à 20% de leur effectif initial. Beaucoup d'hommes sont morts ou ont été blessés. Un nombre important d'entre eux, plus de 100 000 personnes depuis le début de l'année, sont tout simplement rentrés chez eux ou alors ils ont fui. Les mercenaires nouvellement arrivés sont tués, selon l'archive que voici, avant même d'arriver parfois sur le champ de bataille. Là, ça date du 12 août à 12h00 et on peut lire là rien qu'en début
Au moins une douzaine de volontaires étrangers de l'armée ukrainienne ont été tués à la fin du mois dernier lorsqu'un missile russe a frappé le mess d'un camp d'entraînement à l'heure du déjeuner dans l'une des attaques les plus meurtrières contre des combattants étrangers de la guerre, selon des soldats au courant de l'incident. L'armée ukrainienne, qui ne reconnaît qu'occasionnellement les frappes de missiles sur des sites militaires, a confirmé que l'attaque avait tué et blessé des soldats, mais a refusé de divulguer des détails. 3 soldats, dont un qui était témoin de la frappe, ont décrit un assaut déchirant qui a touché de nouvelles recrues des États-Unis, de Colombie, de Taïwan, du Danemark et d'autres endroits. L'attaque a montré les risques auxquels l'Ukraine a été confrontée tout au long de la guerre, lorsqu'elle a rassemblé des soldats dans un endroit, tel que dans des académies militaires, des casernes et des terrains de parade, en les faisant des cibles pour des attaques russes. Donc, juste pour que vous voyez à quel niveau c'est grave. Les fossés préparés et d'autres positions ne sont plus occupés. Les troupes russes peuvent s'infiltrer à travers des lignes à faibles effectifs. Les unités de drones ukrainiens qui sont censées couvrir les trous de la ligne de front sont simplement supprimées par des bombardements et supprimées par des forces de contre-drones russes. La confusion s'installe lorsque des équipes de diversion russes apparaissent à l'arrière tout simplement. L'armée ukrainienne a ordonné à une partie de ses forces d'élite d'Azov, dont le nord, de se diriger vers la région de Pokrovsk pour pouvoir contrer la percée russe. Le truc, c'est qu'ils seront trop peu et trop tard pour pouvoir faire la différence. Le seul moyen de Hail Mary qui pourrait encore avoir un sens, c'est une retraite de 20 km de profondeur des 2 villes, derrière la deuxième ligne de défense. Cela raccourcirait le front et permettrait à l'Ukraine d'avoir une ligne de défense plus densément peuplée. Il est peu probable que le commandement ukrainien ordonne cette décision. Voilà. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de géopolitique, d'histoire et on jette un regard de notre point de vue sur le monde. Vous savez que ce genre de sujet est shadowban. On refuse que les gens se cultivent. Donc, abonnez-vous et laissez un like. On doit former un bloc de résistance contre le système. Vous pouvez aussi regarder nos autres chaînes YouTube. Le Jeune Initié, où on parle de culture et de spiritualité africaine. L'écoute du monde, dédié à des analyses plus courtes. Et sur Yvon Prime, on parle de football en règle générale. Je vous laisse tous les liens en description. Revenons au sujet. Donc, c'est assez clair. La Russie avance et elle avance vite. Et une de ses plus grandes percées depuis le début de la guerre, c'était lundi. La stratégie, elle est très classique chez les Russes, c'est de vouloir encercler la ville pour la faire tomber, comme ça s'est passé ailleurs, à Bakhmout, etc., ou bien à Mariupol. Donc, en fait, ce sont les pinces, ce qu'on appelle le chaudron. Ça n'a pas été inventé par les Russes, ça a été inventé par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont fait 3 énormes chaudrons pendant l'été 1941 et ont pris quelque chose comme 5 millions de prisonniers. Donc, les Russes ont bien retenu la leçon et aujourd'hui ont bien compris que pour faire tomber une ville comme Pokrovsk, qui reste un nœud ferroviaire, routier, etc. important, eh bien, il faut encercler la ville. Alors effectivement, c'est assez préoccupant de voir qu'ils ont progressé de 10 km vers le nord, donc en direction de Dobropriya, qui n'est pas prise. Mais l'autoroute Dobropriya-Kramatorsk, lui, est coupée pour le moment. Ce sont des axes logistiques qui sont assez importants. Et donc, il va falloir maintenant voir ce que va donner la situation dans les heures et dans les journées qui vont venir. Ça n'est pas... Mais monsieur le général Lapin, vous oubliez de préciser qui a coupé la route entre ces 2 zones. Ce n'est pas la volonté des Ukrainiens, étant donné que ça permettait de faciliter la logistique. Ce ne sont pas les Ukrainiens qui ont coupé cette voie. Précise aux téléspectateurs que ça a été coupé par la Russie. C'est important. Pas une percée du front, mais c'est assez préoccupant, suffisamment... Non, là il ment. C'est une percée du front. C'est une percée majeure du front. Au point où, comme on l'a lu ensemble, en fonction de la stratégie employée, dans les prochains jours, la Russie sera capable de prendre des centaines de kilomètres carrés chaque jour. Donc, c'est une percée extrêmement importante. Pourquoi est-ce qu'il essaie de minimiser tout ça ? On sait l'habitude, parce qu'ils ne veulent pas dire à Mondovision que l'Ukraine a perdu la guerre. Que tout ce qui est en train de se passer là, toutes les pertes de temps, les jérémiades qui sont en train d'être faites, ça permet simplement à la Russie de prendre chaque jour de plus en plus de territoires. Vous savez, à un moment donné, j'ai même l'impression que ces gars sont de mèche avec la Russie. Vous ne pouvez pas être continuellement en train de perdre et continuellement raconter que sur le front, ça va, les Ukrainiens gèrent. Sauf si vraiment les gars ont un deal avec la Russie. Le but, c'est qu'ils continuent de masquer dans les médias l'avancée russe et chaque jour, la Russie gagne du terrain. Quand la Russie aura terminé de conquérir tout le territoire, elle dit, ben voilà,
voilà, bon, nous on a géré notre part du deal, on a masqué les informations le temps que vous finissiez d'achever ce que vous aviez à faire. Parce que là, ça devient trop. On ne peut même pas avoir des sources venant du côté russe disant que c'est mort, c'est gâté. Ils ont récupéré des zones, c'est une percée importante, mais vous arrivez, vous dites que non, c'est pas quelque chose de majeur. Mais non. Et tu vois, c'est le même général à chaque fois, le même Nicolas Richoux aussi. Systématiquement, il fait la même chose. À un moment donné, moi je commence à envisager qu'ils sont de mèche avec la Russie. C'est trop. En tout cas, une chose que l'on constate, c'est que les machines à laver montrent chaque jour les preuves sur le terrain. Occupant pour que les Ukrainiens aient fait venir la fameuse brigade Azov en renfort, qui est leur brigade d'élite, et donc qui est sur le front maintenant pour essayer de stopper l'avance russe. Non, ils sont en train d'arriver. Et même jusque-là, on a lu ensemble qu'ils ne vont pas être suffisamment nombreux et qu'ils ne vont pas arriver suffisamment tôt pour pouvoir maintenir la zone là fortifiée. C'est déjà mort. En fait, au moment où on est en train de faire cette vidéo, c'est terminé. Mon général, on revient vers vous dans un instant parce qu'on va se connecter avec Kiev. Sur place, nous avons nos deux envoyés spéciales, Marianne Kotonov et Marine Truchot, qui est donc derrière la caméra. Marianne Kotonov, que vous disent les Ukrainiens sur le front? Est-ce que vous nous confirmez? Encore vous qui montrez une personne dire ce que les Ukrainiens, c'est-à-dire la population ukrainienne, pense de la guerre. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas parler la population? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas parler les sondages, les chiffres? Cette avancée, alors on ne parle peut-être pas de percée, mais vous allez nous dire ce que vous avez entendu, vu sur le terrain, en russe, dans cette oblast, qui est, on le rappelle pour les gens qui nous regardent, cette ceinture forteresse ukrainienne depuis 2014. Bah là, de toute façon, oui, si c'est pas une percée, en tout cas, c'est une grosse brèche, parce que, en fait, les Ukrainiens attendaient plutôt la percée vers l'est, et là, elle est arrivée de l'ouest, du nord-ouest de Drobopila. La route qui mène jusqu'à Kramatorsk et jusqu'à Konstantinivka est coupée, ce qui veut dire que si les Russes continuent leur percée par l'ouest comme ça, eh bien, il va y avoir de gros problèmes logistiques, de gros problèmes également de communication. Et puis, ce que nous disent les militaires sur le front, c'est qu'en fait, la défense ukrainienne est complètement désorganisés. Ils ont vraiment été pris par surprise. C'est pour ça qu'il y a une telle avancée de 11 km en 24 heures et qu'en fait, il faut complètement se réorganiser et envoyer des réserves qui sont du côté de Soumy, du côté de Kharkiv, les envoyer tout de suite là afin d'essayer de colmater cette brèche parce que le problème, c'est que si ça continue par là, eh bien, c'est la route ouverte vers Poltava et là, à ce moment-là, les militaires ukrainiens nous disaient que ça peut être une avancée à ce moment-là de plusieurs centaines de kilomètres carrés par jour, exactement comme ça s'est passé tout au début de la guerre. Donc les Ukrainiens prennent ça très au sérieux et dans le Donbass, je vous assure que tous les retours qu'on a des militaires, c'est qu'il y a une grosse inquiétude. Merci beaucoup Marianne Kotonov avec les images de Marine Truchot en direct de Kiev. Christine Dugouin-Clément, tout à l'heure vous nous expliquiez sur ce plateau que oui, c'était une avancée, qu'il fallait être très prudent en utilisant le mot percée. Vous pouvez nous expliquer, nous réexpliquer pourquoi? Oui, parce que en fait, j'ai expliqué ça par rapport à la structure de la ligne d'affrontement. Ce que l'on a, c'est qu'on n'a pas un front comme on pourrait l'imaginer dans les meilleurs films de science-fiction ou de reconstitution, avec quelque part des lignes de fortification, avec des hommes qui seraient quasiment au coude à coude. On n'est pas sur cette structure-là, déjà notamment parce que ça aurait un coût en termes de ressources humaines colossal, mais on va avoir différents éléments avec un maillage de points qui sont tenus d'avancée de groupes, notamment des groupes qui vont utiliser des drones. Donc selon le type de drone, on va être sur 15 plus répétiteurs ou 20-25 km sur du petit drone. Donc ça permet aussi de complexifier très fortement l'arrivée. On a des zones qui sont minées, ce qui complexifie aussi le déplacement, puisque évidemment vous n'avez pas forcément de plan de mine. Donc ce que l'on a pu voir depuis un certain temps, c'est une modification notamment dans l'approche russe, qui utilise beaucoup moins des blindés très lourds. D'ailleurs, il y avait des pertes qui étaient extrêmement importantes et une difficulté à remplacer un pour un, mais des petites unités beaucoup plus rapides, beaucoup plus mobiles, avec du quad, avec de la moto, qui se déplacent sur des groupes de 2, 4, 5 hommes et qui essayent de passer très 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 rapidement ces lignes, si vous voulez. On voit comment ça marche. Ils sont donc à moto. Oui, et qui essayent de passer derrière, si vous voulez, les points de contrôle ukrainiens. Mais il y a des limites quand on passe à moto. Ah ben, vous avez une casse qui a été assez importante. Cela dit, vous aurez moins de pertes si vous envoyez des petits groupes de 2 à
bassin que si vous envoyez des groupes avec du véhicule lourd. Donc on a changé d'approche, si vous voulez, mais depuis plusieurs mois. Le principe, si vous voulez, est d'arriver à passer derrière les lignes, à se mettre dans un point potentiellement protégé, relativement enterré, quel qu'il soit, et derrière, si vous voulez, de point en point, d'arriver à faire se rejoindre derrière les points qui sont tenus par les Ukrainiens. Et c'est là où c'est assez dangereux, on était plusieurs à en parler à un moment, c'est que ça peut vous créer ces petits points, pour reprendre l'idée de... Alors, je ne sais pas si on peut parler d'une piqûre, mais vous avez tous eu ce principe quand on va prendre une épingle sur une carte et on les pique les unes après les autres. Absolument. Et après on va rejoindre d'une épingle à l'autre. Et ça fait une bascule de territoire qui va être assez importante d'un seul coup quand on y arrive. Parallèlement à ça, ce sur quoi travaille la Russie, c'est... Le truc, c'est que là, je me rends compte qu'elle est en train de parler depuis dans le futur, alors que c'est un truc qui s'est déjà passé dans le présent. Tout ce qu'elle est en train de citer là sont des éléments qui sont déjà arrivés. En fait, là, ils sont simplement en train de débattre sur comment la Russie a fait pour récupérer, pas va faire. Et il y a une nuance à ce niveau, perturber très fortement les lignes logistiques ukrainiennes. Ça veut dire l'approvisionnement en matériel, ça veut dire l'approvisionnement nécessaire vivrier pour les hommes, et de limiter la capacité de rotation de ces unités-là, donc de les fatiguer. Et dans la même approche, d'essayer d'affaiblir ce principe-là, puis de pouvoir d'un seul coup réussir à faire ces bascules-là. Ce qui fait que, évidemment, d'un coup, vous avez cette grosse avancée. Là où on a un souci, et où je rejoins l'inquiétude, c'est qu'effectivement, on va avoir des points qui ont une importance plus forte, plus tactique, si ce n'est stratégique, parce qu'on aura des nœuds logistiques. Donc le nœud logistique, ça veut dire que vous avez une possibilité de l'utiliser, mais que vous bloquez l'utilisation. Vous arrivez sur une autoroute, et au lieu de passer à travers champs, là encore on est sur du temps sec, mais avec du temps miné, où vous allez avoir des embûches qui ont pu être mis, vous prenez un principe d'autoroute. Point désagréable, quand vous êtes sur une autoroute, c'est particulièrement à vue. Donc ça permet d'utiliser du drone, ça permet d'utiliser de l'artillerie, voire de l'aviation. Mais néanmoins, c'est quelque chose que l'on voit depuis le début de la guerre, la maîtrise des nœuds logistiques, des nœuds ferroviaires, de ces points-là, et cette approche-là qui risquait d'amener à ces bascules de territoire. La question, c'est comment les Ukrainiens effectivement se recomposent. Est-ce qu'ils arrivent à recasser, à refaire le jeu inverse? Dans quelle mesure est-ce que ces bascules de territoire sont tenues par des petits groupes isolés, potentiellement fatigués ou pas, ou par des groupes structurés qui permettent d'avoir un renfort? Voilà, on a beaucoup de questions. C'est toute la question qu'on ignore à l'heure actuelle. Et sur laquelle, moi, je n'étant pas dessus, on voit juste les images, effectivement. Au vu du niveau de désorganisation de l'armée ukrainienne, vous vous attendez à ce qu'elle fasse quoi? Qu'elle réplique de quelle manière en réalité? L'article qu'on a lu tout à l'heure donne la seule bonne et efficace option pour l'Ukraine actuellement. Simplement de reculer de 20 km et d'essayer de se renforcer à partir de là. Tout ce qu'ils sont en train de faire, les petites tentatives, les petites manœuvres, sont vouées à l'échec. Déjà, on parle de soldats qui s'en vont massivement. Ils n'ont même plus suffisamment d'effectifs sur le terrain. Il manque de tout. L'état-major se contente de voler. Même sur le terrain, les soldats n'ont plus de motivation particulière. Vous pensez que les stratégies se font comme ça, d'un claquement de doigts? Et quand on parle même de la stratégie d'encerclement, pourquoi est-ce que c'est particulièrement efficace pour récupérer des territoires? Le premier point, c'est l'isolement total de l'ennemi. Parce que en coupant toutes les routes, c'est-à-dire voies ferrées et lignes de communication, la zone encerclée ne peut plus recevoir de renforts, ne peut plus recevoir de munitions, de nourriture, ni évacuer ses blessés. Ça use, ça fatigue l'ennemi, sans pour autant devoir livrer de gros combats hyper lourds et hyper difficiles. Très efficace. En fait, quand l'autre en parlait, il vantait l'efficacité de l'intelligence de l'Allemagne de la Seconde Guerre tribale. Pourtant, eux, ils étaient les ennemis des Allemands et les Russes combattaient l'Allemagne. Vous voyez même la mentalité de ces individus. Bref, c'est pas ça le sujet. Juste pour vous expliquer à quel point c'est efficace, c'est l'équivalent d'un siège. C'est même un siège, littéralement. Donc, ça isole l'ennemi. Ensuite, ça a un effet psychologique très lourd. Être encerclé, ça réduit le moral des troupes. Ils se sentent abandonnés et piégés, ce qui provoque une reddition rapide, anticipée. Même si les forces encerclées sont encore nombreuses, ils ont l'impression immédiatement dans leur tête que ça va, ça y est, c'est mort. L'encerclement permet également la maîtrise du tempo. Là, c'est la Russie qui décide quand est-ce qu'ils attaquent, comment est-ce qu'ils attaquent. C'est eux qui alternent entre la pression et les pauses pour pouvoir épuiser leur adversaire. Or que du côté des Ukrainiens, ils n'ont pas de quoi se défendre. Ils se contentent de suivre, de subir l'initiative ou les initiatives russes. C'est compliqué. La stratégie d'encerclement est aussi très intelligente en ce que ça permet, plutôt que de raser des zones, ce qui coûte beaucoup d'argent,
vu que ça consomme des artilleries, des munitions et ça tue énormément d'humains. L'encerclement permet une victoire avec le moins de destruction possible, le moins de pertes du côté des assaillants. Et je pense que c'est un peu ça que la dame essayait d'expliquer, mais en utilisant beaucoup de mots inutiles supplémentaires. Et aussi, il y a le fait qu'une zone encerclée peut contenir des infrastructures clés, genre des routes, des ponts, des dépôts, comme c'est le cas que la Russie est en train de faire tout au long de cette ligne de front-là, les Pokrovsk et autres, que l'on a vu là, avec des villes dont la prononciation est terriblement difficile. Le but, c'est de pouvoir les récupérer intacts si jamais l'ennemi se rend, ou quand ils vont réussir à récupérer le territoire sans problème. Parce que ce sont ces routes-là, ces ponts-là, ces voies ferrées et j'en passe, qui vont être utilisées par la Russie plus tard pour pouvoir continuer à progresser à l'intérieur du territoire. Maintenant, la stratégie typique russe utilisée en Ukraine depuis 2022, c'est à peu près le même schéma, mais qui est diablement efficace. D'abord, la reconnaissance et le ciblage des points logistiques. Ils utilisent des drones et des satellites d'espionnage pour pouvoir identifier les dépôts de munitions, les nœuds ferroviaires, les ponts et les routes essentielles à l'ennemi. Ensuite, bombardement d'artillerie massif. La saturation de la zone par des obus, des roquettes affaiblissent les positions ukrainiennes. Une fois qu'ils sont coupés de toute communication, les troupes ukrainiennes sont forcées à se terrer, à se cacher. Après ça, ils vont immédiatement attaquer sur les flancs. Au lieu d'avancer en ligne droite, les Russes cherchent à contourner les positions pour pouvoir menacer les arrières. Et c'est la même stratégie qu'ils ont utilisée ici. C'est la même stratégie que cette dame décrivait. Mais c'est ce que les Russes utilisent depuis le début. Ce n'est pas particulièrement innovant, mais comme je disais, c'est particulièrement efficace. Pourquoi ? Parce que c'est avec ça qu'ils gagnent. Et jusqu'à présent, l'Ukraine n'a pas encore réussi à déjouer ce stratagème plutôt efficace, simple, pratique. Une fois qu'ils ont attaqué sur les flancs, parce qu'ils veulent menacer les arrières, ils peignent et ferment la poche. Donc ça crée une boucle. C'est une manœuvre de tenaille, littéralement. Il y a deux forces qui vont avancer en arc de cercle, comme ceci, en arc de cercle, pour pouvoir se rejoindre derrière la position et fermer en fait la poche. Et on appelle ça la zone encerclée. Littéralement. Après ça, comme je le disais, c'est le siège ou alors l'assaut final. Parce qu'une fois la poche fermée, donc l'arc complété, soit on laisse l'ennemi s'épuiser, comme à Mariupol, soit on les attaque simultanément de plusieurs côtés pour pouvoir accélérer leur chute. À ce niveau, ne pas sous-estimer cette stratégie. On l'a vu. Ils le disent, ils passent le temps à le décrire. Et on parle d'une stratégie tellement efficace que ça a fait prendre des centaines de kilomètres à la Russie. Et le tout en minimisant au maximum les pertes ou la destruction des infrastructures. Vu qu'ils vont toujours utiliser ces routes, ils en auront besoin. Ces voies ferrées, ils en auront besoin. Ces ponts, ils en auront besoin. Ce n'est pas en pleine guerre qu'ils vont penser à construire des ponts. Donc, s'ils ont besoin de ces ponts-là, ils ne vont pas les détruire tout simplement comme ça. Voilà. Laquelle, moi, je n'étant pas dessus, on voit juste les images effectivement qui nous parviennent avec des Russes qui mettent des drapeaux russes sur plusieurs villages de cette oblast. Et il est évident qu'on va en plus les mettre particulièrement au moment auquel on se parle. Bah oui, parce qu'on négocie vendredi 15 août. On négocie en Alaska. Hisser un drapeau FUS pendant quelques heures sur un tas de ruines ou un village désert n'a pas nécessairement une valeur stratégique écrasante. Dans corollaire. Ce type, rien qu'à la manière dont tu prends la parole, déjà, il m'énerve, il me fatigue. Vraiment. Si ça n'a pas de valeur, porte alors le drapeau français, tu peux pas piquer sur la ville là on voit. Ça n'a pas de valeur, un tas de ruines. Même si c'est un tas de ruines, est-ce que ce n'est pas un territoire conquis ? N'est-ce donc pas une guerre ? Pendant une guerre, les villes sont censées être quoi ? Un havre paradisiaque. Ils ont récupéré un territoire. Si l'Ukraine avait récupéré un territoire, même si ce territoire était un tas de ruines, n'est-ce pas vous alliez danser ici, faire la fête, lancer les confettis partout, manger, couper un gâteau et partager ça sur le plateau ? Un tas de ruines. Non, il m'agace déjà. Rien que sa prise de parole, ça me fatigue déjà. De la démonstration de Christine à l'instant. Et dans tout ça, il est même lent. Ça me rappelle les conférences des professeurs français sur Internet. Ça dit, ils sont parfois d'une lenteur, ils sont tellement moroses, ils sont tellement amorphes. C'est inquiétant. Je viens de voir passer un message de l'armée ukrainienne qui est une sorte de mise en garde par rapport à l'idée selon laquelle les Russes aujourd'hui contrôleraient le secteur Dobropila-Pokrovsk. Ils insistent sur le fait que c'est plus une tactique d'infiltration, donc comme ça vient d'être dépeint à l'instant, donc de petites unités, même pas d'unités, de commandos, qui créent cette impression, ce qui ne signifie absolument pas, évidemment, que je nierais le fait que l'armée russe a plutôt le vent dans le dos en ce moment dans ce secteur. J'attendais qu'il chute pour pouvoir répondre.
Déjà, j'aimerais bien voir le message ukrainien là, ou bien qu'il nous dise où est-ce qu'il a lu ça. Parce qu'il dit qu'il a vu ça passer. Ce serait intéressant. Ensuite, il voulait dire que non, les Russes ne contrôlent pas réellement ces territoires, tout en montrant à côté des images des Russes qui sont en train de monter sur des endroits et mettre le drapeau russe. Ça veut dire qu'ils sont suffisamment à l'aise et confiants dans la zone pour, au lieu de se cacher, au lieu de se reposer, au lieu de faire peu importe autre chose, ils préfèrent aller grimper pour accrocher les drapeaux russes. Donc vous imaginez à quel point ils se sentent à l'aise là dans la zone qu'ils prétendent que ce n'est pas contrôlé par la Russie là. Donc imaginez, vous ne contrôlez tellement pas une zone que vous vous permettez de vous mettre à découvert pour accrocher votre drapeau sur un bastion. On est d'accord que ça n'a aucun sens. Il finit de raconter tout ça. Parce que moi, je voulais justement utiliser ces exemples. Après, il dit qu'il ne nie absolument pas le fait qu'actuellement, la Russie a le vent en poupe, mais bien sûr. C'est-à-dire l'art de la contradiction. Ces gars, non, ils sont efficaces. Petite remarque, là aussi, en contrepoint de ce qui vient d'être dit, il y a un phénomène qui confirme l'évolution tactique décrite à l'instant, c'est que les pertes russes en termes de blindés, et le général Richoux y sera évidemment sensible, c'est l'homme de l'art ici, ont considérablement diminué. On estime que la moyenne était d'une centaine, voilà environ un an, moyenne mensuelle. Bon. Parce que drones, mines, etc. Et en juin-juillet 2025, on est descendu à peu près une vingtaine. Parce que les Russes, précisément, engagent moins de moyens blindés, puisqu'ils ont d'autres manières de harceler les Ukrainiens et de tenter de couper leurs lignes d'approvisionnement et de communication, et que par ailleurs, ils sont eux aussi très exposés aux drones ukrainiens. Donc tout ça, effectivement, semble dessiner un schéma tactique relativement cohérent. Mon général Richoux, vous qui êtes toujours avec nous à distance et en direct sur LCI, en quoi est-ce que ce qui est en train de se jouer dans ce point névralgique aujourd'hui ukrainien est intéressant dans la temporalité, alors que ce sommet russo-américain ou américano-russe, les deux marches, va arriver le 15 août prochain, qui approche donc très 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 vite en Alaska. Est-ce que c'est le moment de peser sur l'échiquier pour mieux négocier ? Je vais répondre à sa place, mais oui, bien sûr. C'est logique. Actuellement, c'est la Russie qui a absolument toutes les cartes en main. D'ailleurs, une curiosité, même dans la vidéo où je traitais le sujet, c'était que va réellement déposer sur la table Donald Trump, en fait. Moi, je suis curieux. C'est pour ça que sur la réunion en Alaska, là, on est tous contemplatifs, vraiment, on attend ça. Que va déposer sur la table concrètement Donald Trump et en échange de quoi ? Parce que quand vous entendez ce type de percée venant de la Russie, quelques jours et quelques heures avant la négociation avec Trump, on se demande. Contre Zelensky, il disait que Zelensky n'a pas les cartes en main. Mais je vous assure que contre Poutine, ce n'est pas Trump qui a les cartes en main. C'est Poutine qui possède ces cartes. Et il les maîtrise et il les joue. D'ailleurs, il n'a même pas que les cartes. Sachant pertinemment que la Russie a fait comprendre que tout territoire conquis va rester dans la Fédération de Russie. Donc même si là, à l'instant où vous voyez cette vidéo, ils disent que stop, la guerre c'est terminé, tous les centimètres qu'ils ont conquis là, ça reste dans le territoire de la Fédération de Russie. Simplement parce qu'ils ne vont pas envoyer des soldats se battre, trimer, se sacrifier. Et à la fin, on va dire non, on vous reconcerne de ces territoires-là. Non, ça n'aurait aucun sens. Ce serait une humiliation politique, une humiliation géopolitique même de la Russie, alors que c'est la Russie qui est en position d'avantage à tous les niveaux. On est d'accord que c'est insensé. Bien entendu, je pense effectivement, il y a un forcing. Je crois que la Russie, qui est quand même en déséquilibre économique, qui consacre 40% quasiment de son budget à la défense, aujourd'hui... Vous parlez du déficit économique de la Russie qui consacre 40% de son budget à sa défense, quand vous consacrez près de 80% de votre budget à une guerre que vous voulez perpétuer ou encore aux sanctions. Ça a un sens. Regardez au moins la poutre dans votre œil avant de regarder l'épine dans l'œil de l'autre, non ? Qui a besoin de résultats assez rapides, et de résultats assez rapides avant le 15 août. Et bien entendu, ce qui est intéressant, c'est que la Russie a toujours dit qu'elle revendiquait les oblasts qu'elle a annexés de facto, non pas de jure, mais de facto à la République de Russie. Donc les 5 oblasts. Et donc elle fait effort depuis plusieurs mois sur Pokrovsk, on l'a vu, c'est l'effort principal, il est au centre, qui est à peu près conquis à 70-75%, et donc elle veut absolument aligner la ligne de front sur les frontières administratives de l'oblast, et tous les kilomètres qu'elle prendra d'ici le 15 août, bien entendu, ira dans le sens de son narratif que l'oblast de Donetsk lui appartient, bien entendu.
Alors, il faut quand même rester prudent. Moi, je suis assez d'accord. Les infiltrations, etc., c'est une tactique assez habile, mais c'est une faiblesse. C'est-à-dire qu'il y a assez peu d'hommes sur le terrain. Le reste là, c'est ta propagande personnelle, c'est ton avis. Comme d'habitude, dire une chose et son contraire. Je ne sais pas pourquoi tu veux minimiser ça. Si c'était minimisable, vous n'alliez pas en parler. Ça n'aurait pas été important. Hein? Ça dit, je ne comprends pas ces individus. Et comme je dis, c'est toujours le même gars. Il n'a jamais complètement fini son développement. C'est toujours un mais. Après, il veut donner l'idée que la Russie ne s'en sort pas. Ou bien que c'est quelque chose de léger. Ou bien c'est quelque chose de bâclable. La dernière récupération de territoire important de la Russie, c'était oui mais. De minimiser ce qui se passe justement parce que eux, ils font la guerre confortablement assis dans leur espace climatisé. Aucun d'entre eux n'a la boue du front sur eux et le sifflement des balles qui retentissent chaque seconde. Donc, on va s'arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.